chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 23 mai 2026 et nous sommes fidèles à notre rendez-vous sur Grand Angle. Nous allons commencer par donner quelques informations, quelques préoccupations et ensuite nous passerons à la thématique principale. En termes d'information, nous voulons d'abord dire que nous sommes très inquiets parce que nous avons suivi une émission réalisée par TLV, TRR7 sur la situation des enlèvements des jeunes au niveau de Pointe-Noire. Et l'émission que j'ai suivie concernait un jeune qui s'appelle Chitembo, qui a essayé de faire le témoignage de ce qu'il était en train de vivre comme tracasserie. Et il semble qu'il y a des hommes armés en civil qui sont arrivés chez lui pendant qu'il n'était pas là et qui ont été reçus par sa mère. Et il semble justifier cette situation, cette malheureuse situation, par le fait qu'il intervient sur les réseaux sociaux, qu'il intervient de façon critique. Mais il n'y a aucune raison, d'autant que nous venons de suivre la passation de service entre le nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et l'ancien, et il est apparu clairement qu'on devait agir dans ce pays conformément aux principes et aux lois et règlements établis. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver pour ce Breaking News où je reçois Eric Chitembo qui a un gros souci avec les agents de la sécurité au Congo, au Brazzaville. C'est l'histoire qu'il va nous raconter aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour monsieur Christian. Merci d'avoir accepté évidemment notre invitation pour nous partager votre situation. Que s'est-il passé concrètement ? Ouais, ma situation est que actuellement je reçois des menaces par des inconnus. Vu ce que je fais souvent sur les réseaux sociaux, je dénonce tout ce qui se passe dans ce pays de mauvais par rapport à la dictature actuelle de notre pays. Hier, j'étais sur une page TikTok, là où il y avait l'émission, j'étais en train de dénoncer. Et du coup, j'ai reçu un message d'un individu sur TikTok qui m'a envoyé un message de genre menace, de me dire que toi, depuis longtemps qu'on te suit, tu seras bientôt traqué et tout ça, on va te retrouver et tout. Bon, vu que je suis déjà habitué à ça, nous voulons dénoncer tout ce qui se passe de mauvais dans notre pays, pour notre jeunesse et tout ça. Et après, je me suis déconnecté et j'ai cherché à retrouver le compte. Malheureusement, le monsieur a voulu me bloquer. Il m'avait bloqué et j'avais fait déjà la capture et je l'ai dénoncé encore. Je suis allé chercher dans son compte dans Facebook. Je l'ai retrouvé et j'ai remarqué que ça fait partie d'une personne qui est dans le lien actuel avec le président actuel dans notre pays, dans le système. Et après quelque temps, j'ai reçu un appel inconnu qui me dit que non, attends, tu vas voir, on va te retrouver. C'est tout ce qu'il m'a dit comme message. Le monsieur qui vous appelait par GSM, c'est-à-dire un appel direct, et il vous a promis quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il viendra vous chercher? Ouais, il a dit qu'il viendra me chercher pour finir avec moi, vu que c'est maintenant le système qui se passe actuellement dans la ville de Pointe-Noire. Donc, si on remarque que tu es un jeune courageux qui dénonce et tout ça, on te surprend. La suite, c'est quoi? Que s'est-il passé après? Et quand il m'appelait, c'est pour me dire qu'il va me retrouver trop tard. Et après, maman a décidé que, vu que maman sait que je me mets déjà dans ce combat depuis longtemps, donc elle a décidé de me dire que tu dois te déplacer et tout ça. Et quand je me suis déplacé, derrière moi, ils sont arrivés chez moi, à la maison, en disant à maman que on veut voir monsieur Eric, parce qu'on veut lui donner un travail qu'il va faire. Vu que je suis informaticien, il s'est passé pour mon travail de faire croire à maman qu'il veut me donner un travail. Vu que maman connaît déjà le système, elle sait de ce combat que je me bats tout le temps pour notre jeunesse congolaise.
Et maman a dit, ben, il est déjà assez grand, il s'est déplacé, ben, je sais pas là où il est allé. Dès qu'il va rentrer, je vais lui passer le message. Le gars dit à maman, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, on va aussi essayer de le joindre. Que se passe-t-il? Je rappelle au gouvernant, parce qu'on a de temps en temps le sentiment qu'on ne veut pas tenir compte de notre loi fondamentale qui est la Constitution. Je rappelle au gouvernant que l'article 25 de la Constitution garantit la liberté d'expression. Je rappelle aussi que l'article 27 de cette même Constitution garantit la liberté de réunion, d'association, de manifestation et autres. Mais essayons de lier ce que nous disons à ce que nous faisons. Pourquoi toujours ce paradoxe entre ce que l'on dit et ce que l'on fait? Et nous attirons l'attention du nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, et nous osons espérer, nous l'exhortons à tout faire, à tout mettre en œuvre pour que les lois et règlements de la République soient respectés. Et je crois que dans le corps de notre émission, nous allons y revenir. Dans la même veine, je peux me féliciter. Nous pouvons nous féliciter de ce que l'annonce du procès du leader d'opinion Jonas Fred Makita est annoncée début juin. Et je pense, par rapport au cas de Jonas Fred Makita, que l'affaire ne s'arrête pas. Pour ce qui est de la justice de Makita, elle se fera conformément, je crois, aux lois et règlements de la République. Mais pour les traitements inhumains, cruels et dégradants que Jonas Fred Makita a subis dans la maison d'arrêt de Dolisie, il faut bien que les responsabilités soient établies et que par rapport à l'article 14, que les responsables, quel que soit leur statut, soient sanctionnés. Parce qu'il faut que nous sortons de l'impunité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous allons aborder, il est relatif à la misère et à la souffrance des populations. Figurez-vous, puisque j'en suis un, c'est depuis hier, vendredi, qu'on a commencé à payer la pension du mois de janvier 2025. Tout en rappelant que les retraités ont plus de 50 mois d'arriérés de pension. Les retraités de la CREF totalisent 50 mois de pension impayée. C'est un record et nombreux sont en train de mourir sans percevoir leur pension. Cela est un droit, monsieur Anatole Koliné-Makosso. Demain, monsieur Anatole Koliné-Makosso, vous serez aussi retraité, comme ceux d'ailleurs. Accepteriez-vous de subir cette injustice? Après la période difficile que nous avons traversée depuis 2014, ce qu'on oublie de dire, c'est que jusqu'à 2014-2015, nous n'avions pas de problème avec les retraités. Les uns et les autres avaient leur pension. En dehors de ceux qui avaient quelques retards après leur admission à la retraite. Le retard dans le traitement des dossiers, ce dont nous étions en train de parler d'ailleurs tout à l'heure, ça vaut tant pour les agents en fonction de la fonction publique, au niveau de la fonction publique, les agents de l'État en fonction, que ceux ayant fait valoir leur droit à la retraite. C'est à partir de 2015 que nous avons commencé à avoir des problèmes. Et lorsque le quinquennat commence en 2021, la situation est toujours difficile. La dette, tant intérieure qu'extérieure. Et nous avons négocié avec les retraités, ce qu'on ne vous dit pas. On met un train sur la dette jusqu'à 2021, le temps que l'État retrouve la bonne fortune, et on a déjà eu des exemples comme ça par le passé. La créance qu'on a sur l'État est toujours payée. La dette de l'État se paye toujours. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est le même, qui après l'épreuve de 92-97, et après les retards que nous avons accumulés après 97, s'était engagé à partir des années 2000 à payer tous les arriérés. Et ça s'est fait jusqu'à ce qu'on les a tous épongés. Et là, il ne s'agissait pas que des retraités. Il s'agissait des arriérés des salaires de tous les agents de l'État. Vous pouvez imaginer combien ça devrait faire. Le gouvernement les avait payés. Donc, en 2021, c'est l'entente que nous avons trouvée avec les retraités. Dès que le Congo retrouvera meilleure fortune, on reviendra sur les arriérés. Donnez-nous simplement la possibilité de payer l'encours pour que, au lieu de rester avec des mois, 3 mois, 6 mois, sans un seul mois de pension, que nous ayons la possibilité de vous payer régulièrement la pension.
Et cet accord avait été obtenu en 2021. Il restait en 2021, je crois, à peine 2 mois. Et à partir de 2022, tous les mois ont été payés de pension. 2023, toutes les pensions ont été payées. 2024, on a commencé à avoir des problèmes à partir d'avril. Et tout ça, ça a été expliqué aux retraités, comme à certains agents de l'État, s'agissant des structures à budget de transfert. Oui, à partir de... Ils ont des arrérages, c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement plus de 4 ans et ils touchent leur pension à la valeur du point d'indice des 160 au lieu de la valeur du point d'indice 300. C'est-à-dire qu'ils touchent chaque mois en termes de pension la moitié de ce qu'ils devraient toucher. Alors moi j'ai pensé, parce qu'on reviendra au cours d'une émission sur cette situation, j'ai pensé lire à l'attention des gouvernants un article de notre Constitution qui, à mon avis, est très clair. C'est l'article 31 qui dit ceci. Les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres en vue de leur épanouissement dans les conditions déterminées par la loi. L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne vivant avec handicap au sein des institutions et administrations nationales locales. Pour ce qui est dit sur les personnes âgées, notamment les retraités, nous osons espérer que les gouvernants vont faire l'effort de respecter les lois et règlements de la République. Cette situation est devenue insupportable. Et actuellement, quand vous prenez la plupart des réseaux sociaux, on est en train de parler du génocide des retraités. Figurez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a des retraités qui ont en tout et pour tout, en termes de pension, une somme de 50 000 francs. Si vous avez 50 000 francs, que déjà vous n'arrivez pas à joindre les 2 bouts du mois, et si on vous fait attendre pour toucher la pension de janvier au mois de mai, si on vous fait cumuler pratiquement 50 mois, sinon plus, d'arriérés de pension, que veut-on? Veut-on éliminer, a-t-on mis en place un processus pour éliminer d'une certaine manière les retraités ou quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Moi, je dis clairement, parce que sur ces termes, je ne tergiverse pas et je ne transige pas. Pour les gouvernants, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et il faut que cette situation soit rattrapée. Maintenant, quand je parle des retraités, il ne faut pas que j'oublie. Aujourd'hui, si on prend les hôpitaux, que ce soit l'hôpital Assisi, que ce soit l'hôpital de Luandjili, que ce soit le CHU de Brazzaville et les autres, mais les arriérés de salaire. Et pour nous autres qui avons des parents qui sont malades, quand on se rend dans ces hôpitaux, mais c'est devenu des mouroirs. Alors après, on va venir nous parler d'un projet soi-disant concernant l'accélération de la marche vers le développement. De quel développement parle-t-on dans ce pays lorsque la santé est dans cette situation, lorsque la situation des retraités est dans cette situation? Mais j'ajoute la situation des travailleurs, des mairies, de Mossenjo, de Nkayi, de Ouesso, mais qui ont pratiquement plus de 60 mois d'arriérés de salaire, c'est-à-dire plus de 5 ans. Alors quand on dit aux responsables que la Constitution a prévu des dispositions, la Constitution a prévu des dispositions, notamment à travers les articles 227 et 228, de la tenue d'un Conseil national de dialogue sur les grands problèmes d'intérêt politique, d'intérêt national. Ils n'en veulent pas. Plutôt, ils sont en train de mener les démarches, soi-disant, pour aller au Fonds monétaire international, estimant certainement que l'intelligentsia congolais n'est pas capable de se retrouver et de trouver les solutions aux problèmes qui dérangent, qui minent la vie des Congolais. Ce n'est véritablement pas normal. Et je crois que les gouvernants, parce qu'il faut que nous sortons de la langue de bois et que nous parlons, nous parlons vraiment de la transparence, nous parlons dans la vérité. Il faut que ça s'arrête. Évidemment, on nous dira qu'ils mobilisent beaucoup avec 2 000 francs, avec 5 000 francs, qu'on a rempli le stade. Ça veut dire quoi? Vous remplissez le stade pour faire souffrir les Congolais? Vous remplissez le stade pour faire souffrir les Congolais. Et je rappelle, parce que nous aurons une émission spéciale rien que pour les retraités, je rappelle que le combat des retraités, c'était que la pension au cours de l'année 2026
soit payée tous les mois, régulièrement. 2, qu'elle soit payée à la valeur du point d'indice 300 et non 160. 3, qu'on règle les arriérages. Et à mon avis, il y a les dispositions qui sont prévues. J'ose espérer que la nouvelle ministre qui a été nommée à ce poste va tenir compte de la situation des retraités et tout mettre en œuvre pour sortir les retraités de cette situation. Alors, après avoir parlé comme ça, je me tourne vers les fameux syndicats des retraités. Ils sont où? On n'est pas syndicaliste pour dormir. On est syndicaliste pour défendre une cause. Et on ne peut pas être syndicaliste pour aller prendre la part, sinon le parti, de ceux qui font souffrir les retraités et autres. S'ils sont dans la compromission, mais qu'ils renoncent, parce que c'est un engagement que l'on prend pour défendre des intérêts. Et lorsqu'on défend les intérêts des personnes âgées, comme les retraités, on doit le faire avec amour, avec conviction, avec détermination, avec engagement. C'est pour ça que je les exhorte à convoquer la tenue d'une assemblée générale des retraités. Et si nous devons envisager des actions démocratiques, comme on l'a toujours fait, des sittings ou quoi, que ce soit à Brazzaville devant la primature ou devant les chefs-lieux, les sièges des départements dans les départements, mais nous le ferons. C'est autorisé par la Constitution. Alors pourquoi les retraités ont souvent peur? Nous avons des droits et nous devons les défendre. Moi, je suis retraité et moi, j'exhorte les syndicats des retraités, s'ils ne sont pas compétents pour faire leur travail, mais qu'ils démissionnent et que les syndicats essayent de rechercher les personnes qui sont en mesure, 1, de ne pas avoir peur, 2, de ne pas subir la pression, et 3, de ne pas agir dans la compromission. Donc, je crois que quand je parle des retraités, je parle aussi des autres catégories de travailleurs dans les autres structures qui ont également des droits. Maintenant, le troisième point que je vais aborder, après avoir abordé celui-là, c'est la pénurie de carburant. À Brazzaville, on est dans la pénurie du carburant. Et après, on va venir nous dire qu'on est en train de se préparer pour la marche vers le développement. Mais mes chers frères gouvernants, là, les Congolais n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Maintenant, il y a pénurie de carburant. Mais sur quel facteur de production vous comptez, soi-disant, pour aller vers votre fameuse marche vers le développement? Alors que les Congolais se rendent compte tous les jours qu'on s'enfonce dans la misère, dans la souffrance. Est-ce que vous vous rendez compte de l'incidence sur l'économie nationale des pénuries de carburant, les fils des automobiles devant les stations d'essence? Et ça se justifie par quoi? Ça se justifie par quoi? Le prix du carburant monte. L'incidence est immédiate sur le panier de la ménagère, sur la baisse du pouvoir d'achat. Et on entend des explications. Et on nous apprend que, semble-t-il, que la capacité de production de la CORAF ne permet pas d'alimenter le marché congolais et on est obligé de recourir au marché international à des prix plus élevés qui ne sont pas au niveau des prix fixés par l'État congolais. Mais il faut qu'on règle ce problème. Et après, on entend dire
que les capacités de stockage de la SLOG n'arrivent pas à satisfaire la demande. Mais qui doit régler ça? Il y a bien un État où on doit prendre des dispositions pour garantir les bonnes conditions de vie des Congolais, etc. Bon, puis, on a vu un communiqué sur les réseaux sociaux. On nous parle maintenant de la situation qui se passe au Moyen-Orient. Mais les pénuries de carburant n'ont pas commencé maintenant. La situation au Moyen-Orient a commencé le 28 février, mais avant le 28 février, on a bien connu. Et quand vous écoutez ces témoignages des taximans, des automobilistes, etc., surtout les taximans et les chauffeurs des cars, etc., qui ne comptent que sur ça pour entretenir, nourrir leur famille. Écoutez leurs témoignages. Alors moi, je dis c'est inacceptable. Et on se rend compte que les gouverneurs actuels ne sont pas en mesure de résoudre les problèmes vitaux pour la vie des Congolais, etc. Ce n'est véritablement pas sérieux. Alors, et moi, ce qui me surprend, c'est que lorsque c'est fait, c'est important et grave, se passe, il n'y a aucun conseil des ministres. Ceux qui se vendent parmi nous, puisque nous on est dans l'opposition extra-parlementaire, qui sont soi-disant opposants au Parlement, mais on ne les entend même pas parler. Des partis reconnus par l'État. Je crois que le ministre Mboulou, avant de partir, en a reconnu dans la complaisance 42. Et les Congolais voient. Que ce soit pour les pénuries d'essence, que ce soit pour la vie des Congolais, que ce soit pour les élections, aucun d'eux ne parle. En quoi ils sont conformes à la loi? Ah, ils sont certainement conformes à la loi pour respecter le deal qu'ils ont passé avec les gouvernants de rester silencieux, c'est-à-dire de cautionner cette politique qui enfonce tous les jours les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et aujourd'hui, regardez à travers rien que le facteur transport. Dans tout le cas, si vous l'intégrez dans une vision macroéconomique, vous allez vous rendre compte de la forte incidence que ça apporte déjà sur ces Congolais qui ne sont pas en paix, qui ne sont pas dans le bonheur, etc. Non, c'est véritablement regrettable. Et je crois qu'il faut que cette situation soit regardée d'assez près. Maintenant, après avoir parlé des pénuries, il y a un fait divers, enfin pas un fait divers, un problème qui se pose actuellement, c'est les expropriations au niveau d'un Mpila. Nous en sommes préoccupés parce qu'il vous souviendra de ce qui s'est passé à Mpila le 4 mars 2012, et il semble que certaines des familles n'ont toujours pas été dédommagées, on ne s'est toujours pas préoccupé d'elles, etc. On a construit des bâtiments, etc. Bon, aujourd'hui on découvre qu'il y a des expropriations, il y a beaucoup de versions. Pour l'État, tout est réglé. Il s'agit d'un projet à capitaux 100% étrangers. Ça a été réglé, tout ça. Mais lorsqu'on écoute les uns les autres parler, c'est vrai il semble que l'autorité publique a donné l'autorisation à la force publique pour le déguerpissement. Mais lorsqu'on entend les Congolais parler, on parle de plusieurs catégories. Il semble qu'il y en a qui ont touché leur argent, mais qui ne veulent pas partir. Il y en a qui n'ont pas touché la totalité de leur argent. Il y en a qui n'ont absolument rien touché, mais pour lesquels on a démoli les maisons. Non. Mais si c'est à capitaux étrangers, il faut que le problème soit bien réglé et que l'État doit se placer du côté de la défense des intérêts des Congolais. Parce que ça fait quand même des images extrêmement dures à supporter de voir les effets des gens, des jours mis dehors, etc. Non, je crois que nous sommes au Congo. Et je crois que lorsqu'on entreprend ce genre de démarches, à mon avis, il y a un aspect humain et social dont il faut tenir compte. C'est vrai, il y a l'argent. Mais pourquoi vous êtes parti, si vous le connaissez, pourquoi vous êtes parti pour démolir des maisons pour des gens qui n'ont encore absolument rien touché? Et moi, j'exhorte ces familles qu'elles puissent s'organiser pour que celles qui sont véritablement pénalisées puissent se porter plainte et que ces fameux capitaux étrangers, etc., puissent remplir leurs obligations et qu'elles respectent tout ce qui a été fait. En tout cas, en ce qui nous concerne, surtout s'agissant d'un projet à capitaux étrangers, il faut que les Congolais soient dédommagés de la manière la meilleure possible et qu'il n'y ait pas, etc. Maintenant, j'exhorte les familles qui sont concernées par ça de prendre les dispositions, je suppose en liaison avec la société civile, etc., pour qu'en cas de besoin, que les plaintes soient faites, etc., mais qu'ils puissent rentrer
véritablement dans leurs droits. Sinon, il y a une situation véritablement acceptable. Maintenant, il y a un point sur lequel je vais revenir. Nous y sommes revenus la dernière fois. C'est le communiqué du gouvernement qui a été publié, semble-t-il, par les ministres les uns Thierry Mungala, qui est le 13 profitant d'une affaire privée, mais je n'entre pas dans l'affaire privée. J'ai déjà donné mon point de vue sur la manière dont c'est traité, mais moi je reviens sur un fait. Parce que ce fait est capital. Que le gouvernement reconnaisse et déclare qu'il réaffirme son attachement au principe de l'état de droit, qu'il déclare et reconnaisse que le chef d'État a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution, et ensuite qu'il termine en disant que le chef de l'État veillera à ce que les lois et règlements de la République ne s'appliquent dans toute leur rigueur. Nous revenons sur ça, pourquoi? Mais parce que nous savons que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Nous savons que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et s'agissant du président de la République, nous ne nous cachons pas de dire qu'il a violé, sinon il a trahi le serment qu'il a prêté. Et ce qui nous a préoccupés, c'est que même le 16 avril dernier, lorsqu'il a prêté serment, il n'a pas daigné déclarer son patrimoine conformément à l'article 55 de la Constitution qui dit clairement que tout citoyen élu ou non à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de ses services, de fonctions et lors de la cessation de celle-ci. Mais qu'on nous explique pourquoi le 16 avril, il n'y a pas eu de déclaration de patrimoine du président de la République. Qu'on nous explique comment quelques jours après, le gouvernement a été nommé, a été mis en place. Et comment le Premier ministre, magistrat de son État, n'a pas daigné déclarer son patrimoine. Comment les membres du gouvernement n'ont pas déclaré le patrimoine. Et là, je me tourne vers les Congolais pour leur dire, vous avez une certaine responsabilité. Parce que lorsque vous restez silencieux devant ce genre de situation, mais les gouvernants pensent que vous cautionnez ce qu'ils font et qu'ils peuvent se permettre de tout faire. Mais moi, je dis, et à l'attention du Premier ministre, à l'attention de Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, qu'il note bien, à travers la formation de ce gouvernement, que les partis qui en font partie, à savoir le PCT, à savoir le Rassemblement citoyen, à savoir l'APC, le Malanda Sanda Rodrigue, je crois, à savoir le RDPS, à savoir le MAR, à savoir le CLU 2000, tous ces partis ne sont pas en conformité avec la loi. Et si j'interprète le texte de Thierry Mungala, que Thierry Mungala a publié au nom du gouvernement, en disant que le président de la République veillera à ce que les lois et règlements de la République s'appliquent dans toute leur rigueur. Alors je renvoie le porte-parole du gouvernement et les membres du gouvernement à la lecture des articles 26 de la loi relative aux partis politiques, qui dit de façon claire que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République, et à l'article 31 surtout, qui dit qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces lois. Le ministre, on va revenir tout à l'heure sur sa passation de service, mais le ministre a dit clairement lors de sa passation de service qu'il tenait au respect des principes et des lois établies. Et cette fois-ci, je pense, parce que ce n'est pas Mirassa qui a fait adopter cette loi a été votée par un Parlement majoritairement composé par les membres du Parti congolais du travail. Et comme la loi doit s'appliquer à tous, et comme le gouvernement a déclaré que le gouvernement réaffirme son attachement au principe de l'état de droit, et ensuite que le président de la République veillera à ce que les lois et règlements de la République s'appliquent dans toute leur rigueur, nous invitons, parce que ça fait plus de 20 ans que ça dure, et 20 ans qu'on est dans une vision
qui consiste à dire que nous sommes non pas dans la force du droit, mais nous sommes plutôt dans le droit de la force. Mais nous renonçons à cette vision. Nous avons toujours clamé haut et fort que nous voulons suivre une vision démocratique et pacifique. Et nous voulons parler d'une paix véritable. Mais nous ne voulons pas être dans les situations qui semblent apparaître. Donc, nous reviendrons assez souvent là-dessus, notamment sur ce problème de conformité à la loi. Et je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir et de faire de commentaires là-dessus. Alors, une fois que nous avons dit ça, nous avons donné ces quelques informations, nous allons passer à la thématique. La thématique d'aujourd'hui, tenant compte du contexte que nous connaissons, nous l'avons intitulée « La mise à nu des pratiques du pouvoir ». Et nous allons essayer d'expliquer pourquoi nous avons retenu cette thématique. Nous avons retenu cette thématique parce que nous avons constaté, c'est vrai qu'il y a quelque temps, lors de la passation de service entre le nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Jean Olesongo Ondai, et l'ancien, le ministre sortant, M. Raymond Zéphirem-Brou, beaucoup de choses ont été dites et ces choses nous ont interpellés. Parce que ces choses nous ont d'ailleurs permis de nous souvenir de la déclaration que le président de la République avait faite en mars 2024. Je crois qu'il déclarait que le ver est dans le fruit, il est effectivement dans le fruit, il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Quand nous avons écouté cette déclaration du nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation lors de cette passation de service, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait une nécessité que nous approfondissions, que nous fassions une analyse beaucoup plus sérieuse de ce message, qui, à notre avis, apparaissait comme une rupture avec ce qui était fait antérieurement, situation dans laquelle nous autres, nous étions considérés comme des gens qu'on devait bannir, comme des gens qu'on devait exclure. Alors c'est pour ça que je vais me permettre de rappeler quelques extraits de ce message tel que moi je l'ai perçu, parce que j'ai pris des notes là-dessus. Alors ce que j'ai cru retenir, mais sur lequel nous allons revenir dans le décryptage, c'est ceci. Il nous faut travailler également à ce que le passeport cesse d'être perçu comme un document de luxe sous mon magistère. Chaque agent, à quelque niveau que ce soit, devra veiller à ce que son comportement soit en conformité avec les principes et les lois établies. Je continue. Ensuite, au-delà de cette déclaration, il a décliné les priorités dans ce département, notamment s'agissant de la lutte contre l'insécurité urbaine, la sécurisation du territoire national, la lutte contre le grand banditisme qui sévit sur l'ensemble du territoire, au grand désarroi des populations, le rétablissement de la sûreté, la tranquillité publique, l'amour du bien commun, l'amour de la patrie et la protection des personnes et de leurs biens. S'agissant des élections, des échéances électorales, il a indiqué que les administrations impliquées dans la gestion électorale doivent se mettre dès à présent au travail, se mettre à l'œuvre en vue de la préparation des futures échéances électorales. Plus tôt nous commencerons, plus grandes seront nos chances de réussite. Par la suite, nous avons compris que le ministre a pris l'engagement de lutter désormais contre la corruption, l'indiscipline, les passe-droits, le manque d'éthique, l'affaiblissement de l'autorité de l'État, les dérives comportementales, ainsi que les antivaleurs qui gangrènent son ministère. Et nous autres, nous avons considéré que c'était un discours qui apparaît comme un discours de moralisation de l'administration publique. Il s'agit pour nous d'un discours de rupture pour lequel le ministre sera jugé sur ses actes. Voilà ce que nous avons retenu de ce message. Voilà ce que nous avons retenu de ce message. Et nous avons choisi de le décrypter
et de passer un peu en revue ce que nous considérons comme les principaux aspects qui ont été. Nous prenons le premier aspect, très bien suivi par les Congolais. Le passeport doit cesser d'être comme un document de luxe. Et ça, c'est la confirmation de ce que la politique mise en œuvre en matière d'immigration, en matière de délivrance des passeports, mais ne sont pas compatibles avec l'intérêt du Congolais. Et les Congolais savent. Ils le disent même d'ailleurs. Les étrangers ont plus facilement de passeport que les Congolais. Et quand je parle de passeport, je ne parle pas seulement du passeport ordinaire. Il s'agit de parler à la fois, parce que le scandale touche tous ces documents. Parce que le passeport est un document administratif de souveraineté nationale. Nous avons vu des vidéos où des jeunes filles de Kinshasa, semble-t-il, pouvaient l'obtenir sans la moindre difficulté, dans des conditions que nous ne voulons pas commenter. Nous avons vu des étudiants manifester parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir le passeport et ne pouvant pas obtenir le passeport, certains ont perdu les inscriptions dans les universités étrangères. Est-ce que c'est normal? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi? Mais on découvre qu'il s'est constitué dans ces services, comme dans la plupart de nos administrations, des réseaux mafieux qui ne visent qu'une chose, l'enrichissement illicite. D'ailleurs, la plupart des Congolais vous diront que la plupart du temps des gens qui y travaillent, je ne les connais pas, mais ils ont construit des maisons à étages partout, mais sous l'œil des gouvernants, dans la complaisance et l'impunité totale. Et assez souvent, on apprend qu'il y a des ruptures de stock. Et je remercie Alphonse Ndongo d'avoir fait une publication dans laquelle il nous a révélé que c'est le fournisseur, encore là, c'est un problème. Le fournisseur est un étranger. Donc, depuis tout ce temps, nous ne pouvons pas prendre des dispositions pour que ce document, qui est un document de souveraineté, puisse être produit au plan intérieur. Quel est l'intérêt des gens de le faire à l'extérieur? Ils ont certainement des intérêts là-dedans. Mais l'information qu'Alphonse Ndongo a dit, c'est que le coût du passeport, toute tâche comprise, est de 5 000 francs. Le prix officiel est demandé pour l'avoir est de 50 000 francs. Comment expliquer les ruptures de stock? Nous avons même vu à un moment donné le ministre de l'Intérieur de l'époque sortir d'une note comme quoi cet argent recueilli au niveau du régisseur ne devait plus être versé au trésor parce que là aussi, il y a d'autres pratiques qu'il faut condamner. Est-ce que c'est sérieux ça? Alors quand je suis les témoignages des Congolais, il y en a qui disent qu'ils sont partis jusqu'à même dépenser 300 000, 500 000, 800 000, mais pour ne pas avoir de passeport. Et où sommes-nous? Et après, on va venir nous parler de la marche vers le développement. Même délivrer le passeport, on utilise ça pour faire souffrir les Congolais, pour s'enrichir, pour se construire les maisons. Et après, on vient devant les gens pour dire qu'ils veulent aller à la marche vers le développement. Ne rigolons pas. Ne rigolons pas. Alors, c'est pour ça que lorsque j'ai suivi cette intervention du ministre, je pense que c'est une véritable déclaration de rupture, de remise en cause des pratiques. Mais ces pratiques ne sont pas seulement au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé d'une publication qui a été faite sur les pratiques au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est pas mieux. Après, Colline Makosso va nous amener son document en toute transparence. Le bilan est globalement positif. Donc, pour vous, le bilan positif, c'est le choix que vous avez fait de faire souffrir les populations. Même avoir le passeport, c'est un problème. Les gens vivent dans des conditions difficiles. Mais chaque Congolais qui veut avoir un passeport, à un moment donné, mais il peut et il doit l'avoir. Il peut et il doit l'avoir. Ce que nous vivons, ce n'est pas normal. Alors, si ce fait, moi, je pense que ce qui a été fait, la dénonciation est bonne. On attend maintenant aux actes. Il ne faut pas que nous soyons dans un système du haut-toi que je m'y mette. C'est-à-dire, je vais être clair, qu'on enlève l'équipe qui était là et qui s'enrichissait,
pour que l'équipe qui est favorable au nouveau ministre soit installée et qu'elle aussi, et qu'elle continue avec ses pratiques. C'est pour ça que moi j'ai dit, j'ai suivi qu'une équipe a été relevée et qu'il y a des nouvelles personnalités qui ont été nommées à ce poste. Mais moi, ça ne m'a pas donné satisfaction. Ça ne m'a pas donné satisfaction parce que l'expérience du passeport nous a permis de constater que des réseaux mafieux se sont constitués et qu'il ne faut pas y aller pour caresser les gens. Il faut y aller pour mettre en place une commission d'enquête qui doit travailler sérieusement, bien analyser ce phénomène. On apprend qu'il y en avait qui bloquaient les stocks de passeports. Il y en avait qui les réservaient exclusivement pour les étrangers. Et on a vu parfois sur les réseaux sociaux dire que des étrangers, je ne sais pas, à Madrid ou quoi, étaient à interpeller avec des passeports de Congolais. Ce n'est pas sérieux. Le passeport est un document de souveraineté. Donc je disais qu'au-delà des sanctions qui ont été prises, parce que c'est qu'il faut bien expliquer aux Congolais, c'est que pour moi, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que le service de l'immigration dépend de la centrale d'intelligence et de documentation qui est censée travailler sur les détournements, la corruption, etc. Et que si dans ce service, des malversations sont découvertes, mais ça veut dire que le Congo a touché le fond. Alors c'est pour ça, pour revenir à la disposition qui a été prise de relever certains cadres, j'ai dit qu'au-delà de ça, il faut qu'une enquête soit menée, sérieusement menée, que les responsabilités soient établies et que les responsables soient sévèrement punis et que cela puisse donner l'exemple pour que nous enrayions ces méthodes de faire et que nous avancions. Parce que dans ce pays, on vole, on ne sait pas qui vole. Non, on connaît les voleurs, mais les gouvernants ne les connaissent pas, je crois. Ou bien, comme nous le disons souvent, ils ont choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques. Donc voilà le premier point que nous apportons. Nous espérons que le passeport va devenir un document officiel de souveraineté, mais populaire que n'importe quel Congolais peut obtenir quand il est désiré, quand il est au coût fixé de 50 000. Dit-on qu'on a tenté l'expérience de la gratuité, mais quand on a tenté l'expérience de la gratuité, il semble que les prix, d'ailleurs, le marché noir avait fermé, et il ne faut pas que l'on favorise ce genre de pratique. Voilà le premier aspect sur le message du nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le deuxième aspect auquel nous avons accordé une attention particulière, c'est lorsqu'il parle du respect des principes et des lois établies. Et en ce moment-là, il est bon de rappeler aux Congolais, aux téléspectateurs, qu'il y a un article 50 de notre Constitution qui dit clairement que tout citoyen est tenu de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Malheureusement, nous constatons que ce sont les gouvernants qui ne donnent pas l'exemple. Ils ne sont pas dans l'exemplarité. Et c'est pour ça que sur ce sujet, nous allons essayer de rappeler des choses que nous vous avons déjà dit. L'aspect de la conformité à la loi. Et je ne vais pas dire, on l'a dit, puisqu'on l'a suffisamment évoqué. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. D'autres partis ne le sont pas. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et nous disons assez souvent que le président de la République est en situation difficile. Il est en situation difficile, délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Les raisons, nous les avons assez régulièrement avancées. Nous avons même introduit des recours à la Cour constitutionnelle pour lesquels nous avons toujours été surpris. Et là, aujourd'hui, nous disons au président de la République que le 16 avril 2026, il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution, tout en relevant que le président de la République ne doit pas être président du Parti congolais du travail. Là aussi, ce n'est pas une invention de Mirassa, c'est la Constitution qui le dit, alinéa 2 de l'article 80. Alors, lorsque je me réfère encore une nouvelle fois au communiqué du gouvernement, communiqué fait par le ministre de la Communication, Thierry Moubala,
le président veille à l'application rigoureuse des lois et règlements de la République. Et là, dans ce cas, nous devons rappeler au gouvernement, nous exhortons le président de la République, conformément au serment qu'il a prêté, d'appliquer la loi en ce qui concerne le Parti congolais du travail et les autres partis qui sont dans cette situation. Parce que la loi 20 2017, du 12 mai 2017, est très claire là-dessus. Dans ce cas, le parti concerné doit être suspendu par les ministres chargés de l'administration du territoire et ces locaux doivent être fermés. Alors quand j'évoque ça, les gens me mettent sur le dos une autre situation, mais ce n'est pas moi. Nyarassa n'était pas présent lorsque cette loi a été adoptée, sinon lorsqu'elle a été promulguée. Mais comme le président du Sénat, Pierre Gollet, m'avait dit, mais la loi est votée pour être appliquée. La loi est votée pour être appliquée. Et le Parlement, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale, ont la mission de contrôler l'application des lois. Et quand on parle de l'application des lois, on se tourne vers le Premier ministre. Alors je ne sais pas pourquoi les gouvernants se comportent comme ceci. Est-ce qu'ils considèrent qu'on a voté la Constitution juste pour leur permettre de conserver le pouvoir et que l'application le respect de la Constitution, l'application des lois et règlements de la République ne les concerne pas? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, les gouvernants en général, le président de la République en particulier, sont informés que le Parti congolais du travail et plusieurs des autres partis ne sont pas en conformité avec la loi. Que le président de la République est dans une situation que je considère moi inconfortable. La question, que faisons-nous? Et nous avons déjà posé cette question au préfet directeur général de l'administration du territoire le 12 mai 2025 et on lui avait dit clairement, vous avez reconnu certains partis, vous en avez exclu d'autres, mais le problème du Congo, c'est que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Le Parti congolais du travail qui gagne toutes les élections n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? On n'a jamais eu de réponse là-dessus. Maintenant, une fois qu'on a évoqué ça, l'autre aspect toujours s'agissant du respect des lois et règlements de la République, des principes établis, mais c'est l'application de la loi sur les partis. Assez souvent, lors des concertations politiques, on a parlé de l'application rigoureuse de cette loi. Mais dans les faits, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a pris des textes, à l'instar de l'arrêté 1726 par MPT cap du 30 juin 2025, reconnaissant des partis comme le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. Nous avons saisi le Premier ministre Anatole Komboué en lui proposant que ce texte soit retiré. Que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en titre de rien ne se fait. Puisque vous avez vu, par rapport à l'article 28, je crois, de la loi électorale, il est dit que devraient prendre part aux réunions et aux campagnes électorales les partis légalement constitués, mais les PCT qui ne sont pas en conformité avec la loi ne devraient pas prendre part. Et ça, c'est l'interprétation de la loi. Je ne suis pas juriste. Je crois que les juristes pourraient donner leur avis. Alors, le ministère de l'Intérieur prend des arrêtés pour reconnaître des partis. Et ils en ont reconnu 42, parmi lesquels le Parti congolais du travail. Mais les Congolais savent. Des 42 partis, aucun ne fait une déclaration. La population est dans la misère et dans la souffrance, les élections. Ils ne font pas de déclarations. Ils sont soi-disant conformes. Ils sont représentés dans tous les départements. Ils ont des militaires, ils ont des sièges. Mais ils sont silencieux pourquoi? En réalité, il y a eu un deal. Pour moi, il y a eu un deal entre le pouvoir et ces partis pour que ces partis soutiennent tout ce que le pouvoir fait en restant silencieux, en ne faisant aucune déclaration. Et la plupart d'entre eux, je vous l'ai dit, puisque nous avons fait mener une enquête là-dessus, n'ont même pas les sièges dans les fameux départements. Et la plupart d'entre eux, vous regarderez, si vous regardez
l'aspect le fait que les partis doivent se conformer à la Constitution, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais déclaré leur patrimoine. Leurs militants n'ont jamais déclaré leur patrimoine. Donc la plupart d'entre eux, et si on fait l'inventaire exhaustif, il y a matière à réflexion. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pendant ce temps, le PSDC de Clément Mierassa, créé dans les années 81, avec un récépissé signé par Célestin Bonafutu, non, il est exclu. Il est exclu. Pourquoi? Mais parce que le PCT ne veut pas de Clément Mierassa. Parce que je l'appelle au PCT. Que je crois que c'est dans le code pénal ou que je ne sais pas quoi, qu'on dit clairement que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Mais comme Mierassa, il faut l'abattre. Il faut le pourchasser. Même quand il développe les arguments. Alors, le PCT. Supposons même que le Clément Mierassa n'ait pas été en conformité avec la loi. Ce qui n'est pas vrai, je tiens à le dire. Mais pourquoi le PCT qui n'est pas en conformité avec la loi serait reconnu, etc. Et moi, j'ai brandi mon récépissé. Alors, pour la petite histoire, nos jeunes à Bakongo ont voulu faire une fois une réunion. Et comme nous voulons être républicains, nous en avons informé la mairie de Bakongo. Ça se passe comme ça dans d'autres départements, sinon dans d'autres structures. Alors la mairie de Bakongo a pris des têtes, etc. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'arrêté 17-26, où la majorité des partis qui y figurent ne sont pas en conformité avec la loi. Pour dire, le nom PSDC n'apparaît pas. Mais c'est de la foulberie. C'est de la malhonnêteté. Et je dis à mes amis du PCT, c'est de la malhonnêteté. Il faut au moins être loyal. Donc, ils disent à leur administration, puisque ces administrations sont entre les mains des membres du bureau politique, du PCT, des partis alliés. Bon, quand le PSDC vient, il faut leur dire qu'on ne peut pas leur donner la salle, etc. Parce que, mais pourquoi vous faites ça? En contradiction avec ce que le préfet directeur général de l'administration du territoire nous avait dit le 12 juillet, à savoir, vous n'êtes pas sanctionné, vous n'êtes pas suspendu, vous n'avez pas été blâmé, mais continuez à faire vos activités. Et vous ne... Pourquoi cette contradiction entre les instructions qui sont données? Tout simplement parce que il y a des voix dans ce pays, et moi ma voix est dans celle-là, qui semble déranger, qu'on veut absolument anéantir. Mais je dirais, et je m'adresse au ministre de l'Intérieur, que la Constitution me donne le droit de m'exprimer, de faire des réunions. Et si d'aventure, on cherchait à ce qu'on réduise Mierassa au silence, mais je dis, le citoyen Clément Mierassa a le droit de s'exprimer dans ce pays. Et il s'exprime même. Alors c'est pour ça que j'exhorte les nouveaux ministres de l'Intérieur à prendre les dispositions pour que les démarches que nous faisons, pour que nous fassions les réunions, parce que partout, on est en train de prendre les dispositions. Vous avez vu, la dernière fois, nous avons voulu faire une conférence de presse à l'armée de salut, quand bien même il y avait déjà l'accord. Au dernier moment, on nous a dit que ce n'était pas possible. Dieu merci, nous avons trouvé notre... Il faut qu'on soit loyal. Et nous entendons, sur toute l'étendue du territoire national, avoir la possibilité, parce que nous sommes républicains et nous voulons nous conformer aux lois et règles, parce qu'en fait, peut-être la demande de la salle, mais sinon les réunions ne nous sont pas interdites, puisque la loi, en fait, nous demande d'informer l'autorité pour que l'autorité prenne les mesures de sécurité et autres. Donc vous voyez, là aussi, et je vais conclure en disant que l'administration publique congolaise n'est pas neutre. Le président de la République est membre, le président du Parti congolais du travail, les préfets, les sous-préfets, etc., sont les membres du bureau politique du PCT, les membres du comité central, les membres du PCT et ses alliés, et leur mission, c'est de bloquer l'expression politique de leurs adversaires politiques. Mais nous aspirons aussi à diriger ce pays. Nous avons créé des partis pour que nous nous battons
pour accéder à la direction du pays. Pourquoi prendre ces dispositions? Et à mon avis, nous regrettons que l'administration publique congolaise soit partisane et qu'elle manque de neutralité. C'est pour ça que c'est un aspect très très important qui doit être pris en compte pour l'avenir. Et après, quand vous venez parler de paix, de quelle paix parle-t-on? Est-ce qu'on peut chercher à écraser les autres et essayer après de parler de paix, etc., pour faire passer des messages? Alors, après, il y a tout un passage, mais je n'ai pas voulu reprendre ça. Le ministre de l'Intérieur a essayé de dire qu'il était allergique à ceci, qu'il était allergique à cela. Je suppose que les membres de son administration, de son ministère ont pris bonne note. J'ai retenu quand même quelque chose qu'il a déclaré, c'est qu'il est allergique à toutes sortes d'antivaleurs. Et ça m'a réjoui, pourquoi? Mais parce qu'il est le ministre de tutelle de la centrale d'intelligence et de documentation. Et la plupart de nos dossiers concernant la corruption, les détournements de fonds, la fraude, mais se trouvent au niveau de la centrale d'intelligence. Je vous prends par exemple l'exemple des malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture, ou après le message du chef de l'État en 2017, mais le procureur de la République a instruit la direction générale de la surveillance du territoire de mener l'enquête. Cette structure a bien fait son travail, mais ça n'a pu avancer. Et tous les autres dossiers, que ce soit le Trésor Gate, que ce soit le FIGA Gate, etc. Mais c'est à ce niveau. Donc, lorsque le ministre dit qu'il est allergique à toutes sortes d'antivaleurs, nous disons très bien. Nous attendons, monsieur le ministre, aux actes. Les dossiers sont connus. Nous sommes prêts à mettre entre les mains les éléments de certains dossiers que nous avons, s'il nous en fait la demande. Et les dossiers, ils sont extrêmement nombreux. Maintenant, quand on passe à l'autre aspect, c'est celui de la sécurité. En tout cas, son discours a été clair. Nous disons que les Congolais ont besoin de paix, ils veulent de la tranquillité. Ils sont déjà dans la misère et dans la souffrance. Ils aimeraient avoir une chose et c'est la paix. Mais cette paix, pour l'avoir, il faut justement le respect d'un certain nombre de principes et de lois établies. Parmi ces principes et ces lois établies, nous avons l'article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. Nous avons l'article 27 de la Constitution qui garantit la liberté de réunion, d'association, de manifestation, etc. Mais il faut que ça soit respecté. Et ça a un lien avec l'article 205 qui est relatif à la force publique, qui dit que la force publique est apolitique, mais elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements de la République. Je ne fais pas d'autres commentaires. Je ne fais pas d'autres commentaires. Et à mon avis, c'est extrêmement important. Maintenant, l'autre aspect sur lequel il s'est penché, mais où il a été, à mon avis, c'est mon appréciation très rapide, c'est sur la gouvernance électorale. Sujet qui intéresse les Congolais, surtout nous autres, qui voulons nous battre et que nous battons pour le changement et la rupture dans le pays. La gouvernance électorale. Ce sujet est d'autant plus important que nous sortons d'une élection présidentielle. Et vous avez vu que plusieurs voix se sont élevées à travers le pays pour dire qu'on ne pouvait pas prendre part à l'élection présidentielle parce que les conditions permissives de la tenue d'une élection libre, transparente et crédible n'étaient pas réunies. Et c'est là que l'on pose le problème, justement, des administrations qui sont impliquées dans l'organisation de ces élections. Déjà, vous savez qu'il y a eu plusieurs concertations depuis 2009, mais la gouvernance électorale n'a pas été améliorée. Elle n'a pas été améliorée. Et on se pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, comme il a dit qu'il fallait que les administrations impliquées dans cette démarche se mettent déjà au travail, se mettent à l'œuvre, parce que plus tôt ils se mettront au travail, et mieux ils iront vers la réussite. Mais ces administrations maillent à partir. Elles ont reconnu des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Deux, elles sont silencieuses sur les violations
des lois et règlements de la République, puis les autres aspects, nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Parce que si ces administrations manquent de neutralité, si elles ont un côté partisan, comment on peut avancer et faire progresser un certain nombre de choses? Alors, je parlais tout à l'heure des dispositions qui sont prises pour empêcher aux autres partis de fonctionner normalement et de laisser certainement la voie. Peut-être qu'on va aller vers un système à un parti unique, le PCT, mais nous ne sommes pas membres du Parti congolais du travail. Et à mon avis, il faudrait que ces problèmes-là soient réglés de la manière la plus claire. Ces administrations doivent savoir, et nous le disons avec force, que depuis 2002, aucune élection n'a été organisée dans le respect des lois et règlements de la République. Comment faire? Comment faire? L'autre question qu'on se pose, est-ce que ces administrations-là vont travailler et œuvrer pour que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente et crédible puissent être réunies? Évidemment, on me posera la question, qu'est-ce qu'on entend par ces conditions? Le débat a eu lieu. À Madimou, on n'a pas pu. Ceux qui étaient à Madimou, je n'ai jamais été à ces concertations. Ceux qui étaient à Madimou n'ont pas pu obtenir le consensus. Mais les principaux problèmes ont été posés lors des concertations. Depuis 2009 à Brazzaville jusqu'à 2026 à Djambala. Mais ce qu'on a constaté, c'est quoi? C'est la non-mise en application des recommandations qui ont été faites. Et sur ces aspects, parce qu'à Madimou, le débat était très chaud, je n'y étais pas, mais j'ai suivi à travers les médias. Il y a le problème de la mise en place d'une commission nationale véritablement indépendante, aux standards internationaux, pas comme c'est mis dans la loi électorale congolaise, au sens congolais. Non, ça, ce n'est pas l'indépendance. Parce que l'indépendance de la commission nationale électorale indépendante suppose que cette structure a la maîtrise de tout le processus électoral, depuis les opérations préparatoires jusqu'à la proclamation des résultats. Au Congo, vous vous en êtes bien rendu compte, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'est taillé la part de l'Union en disant c'est dans tous les autres pays c'est comme ça. Mais quand le président Missouba était là et qu'ensemble on a signé le mémorandum sur l'élection présidentielle de 97 et que nous avons défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission. Le PCT a oublié ça. Ils ont oublié que lorsque David Charles Gana, premier ministre Pascal Lissouba, a déclaré que son gouvernement allait organiser les élections, ils ont dit que ce n'était pas acceptable, qu'un démocrate sincère ne peut pas, ne devrait pas avoir peur d'une commission nationale électorale de l'État indépendant. Prenons les archives et nous allons retrouver nos différentes positions. Pourquoi mettre en place la commission nationale électorale indépendante selon les standards internationaux, tels que déclarés dans la déclaration de Bamako de novembre 2000 ou tels que déclarés dans la charte africaine de la démocratie des élections et de la... Pourquoi ça pose problème? Premier problème. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Mais parce que ça a un lien avec la conservation du pouvoir. Et ils se disent que si les élections sont organisées de façon libre, démocratique et transparente, ils ont beaucoup de chances de perdre la totalité du pouvoir. Voilà. Deuxième problème, la maîtrise du corps électoral. Avec un aspect qui lui est très, très, très lié, l'établissement des listes électorales fiables. On a déclaré, à Dolisie, on a dit que la méthode qui permet de passer par la révision des listes électorales ne permet pas d'avoir un corps. Non, tout dernièrement, le ministre de l'Intérieur a encore lancé la révision des listes. Alors, le scandale pour la dernière fois, c'est qu'en 2023, nous avons organisé un recensement général de la population et de l'habitat. Et qu'on pouvait sortir des résultats de ce recensement, le sous-fichier qui nous aurait permis d'avoir une visibilité claire. On n'en veut pas. Problème conservation du pouvoir. Nous avons parlé de la biométrie. C'est en 2013 à Tunisie qu'on a énoncé
le fait qu'il fallait l'établissement des cartes biométriques avec photo. Jusqu'à présent, ça en est où? À Ouando, on avait dit non, la biométrie, on n'est pas prêt, mais pour l'élection présidentielle, il y aura la biométrie. Pourquoi pour l'élection présidentielle de 2026, il n'y a pas eu la biométrie? On est toujours en train de jongler, de jongler, de jongler. Ce n'est pas du tout sérieux. Mais il y a d'autres aspects. Depuis 2011 à Evo, on parle de la prise d'un texte qui devrait faire plafonner les dépenses des campagnes électorales. Depuis 2011, ça fait pratiquement 15 ans. Manque de volonté politique. Manque de volonté politique. Et on peut continuer. Le problème du libre accès de tous dans les médias publics, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et sur cet aspect, je vais terminer sur je vais aller vers la fin sur cet aspect, sur un problème. Le refus des gouvernants actuels d'organiser un dialogue national inclusif, ne serait-ce que sur le problème de la gouvernance électorale. Pourquoi c'est un problème? Les articles 227 et 228 de la Constitution ont bien institué le Conseil national de dialogue, organe de concertation, d'apaisement, de recherche et de consensus entre toutes les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. La gouvernance en est un. Sous d'autres, on pourra parler d'autres problèmes. La grave crise économique, financière et autres que le Congo travaille depuis plus de 10 ans. Mais n'en violation de la Constitution. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent les concertations sans base juridique, où ils éliminent les gens, où ils ont fixé des primes à des niveaux tellement élevés que c'est devenu une forme de corruption. Une forme de corruption. Mais on devrait avoir honte et se rappeler de ce que le président a parlé lors de sa campagne de la moralisation de la vie publique. Et il a déclaré à haute intelligence de quoi? Honte aux voleurs, honte aux corrupteurs, honte aux corrompus. Et pourtant, ces pratiques sont légion au sein de l'administration publique congolaise. On se demande ce qu'on va faire. Maintenant, on aura certainement le temps d'épiloguer sur ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle. Mais tout le monde sait que la plupart des Congolais ont choisi de rester chez eux. Les gens déclarent que le taux d'abstention à cette élection a été de 90%. Qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans ces élections. Ne serait-ce que la coupure de l'Internet, c'est un scandale. La coupure de l'Internet, c'est un scandale. Et nous avons appris à travers la déclaration des membres du PCT que dans les QG de campagne du PCT, il y avait l'Internet. Vous voyez bien. Vous voyez bien que ce n'est pas sérieux. Mais on a parlé d'un nouveau phénomène, le bourrage des urnes. Et il y a des témoignages qui ont fait apparaître que parmi les gens qui ont bourré les urnes, il y avait les députés, il y avait les préfets, il y a des responsables à plusieurs niveaux. Et on s'est tué en se disant, la Cour constitutionnelle, le ministre de l'Intérieur a déjà donné les résultats provisoires, définitifs, provisoires plutôt. La Cour constitutionnelle a déjà donné les résultats définitifs. Non, ces problèmes existent. Ces problèmes existent et ils créent un malaise au sein de la société. Problème d'éthique, problème de morale, problème de respect d'un certain nombre de valeurs. Et il apparaît clairement. Quand je vois ce que l'on dit généralement, quand les enfants font le bac, tout ça, et au cours d'une année, je me rappelle, on a dû faire des problèmes pour les tricheries, tout ça au niveau du bac. Et les jeunes et les enfants ont répondu oui. En politique, lors des élections, on triche, on vole. Là, ce n'est pas sanctionné. Non, il faut que nous allions vers des situations tout à fait normales. À cela, je peux ajouter le transfert des militants, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Tout simplement, ce qui apparaît, c'est quoi? L'organisation et le contrôle des élections est entre les mains du Parti congolais du travail. Il tient absolument, coûte que coûte, à se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, je ne m'en cache pas, je vous l'ai dit,
La plupart des préfets Ils vont toujours ont fait vers les Noirs partie parce qu'ils savent que les Noirs... des membres des congrès de 2019 et de 2025, mais qui ont choisi de reconduire le président Sassou comme Parce que président les du Noirs, Parti ceux qui congolais croient du le travail. plus. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent être transparents, ils peuvent... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, c'est pour ça que pour terminer sur cet aspect de gouvernance électorale, puisque le ministre a demandé aux administrations qui sont impliquées de se mettre déjà à l'œuvre, je rappelle à ces administrations Parce que qu'en quand tu vas 2011, dans les églises, tu vois des il y a Noirs. une recommandation qui a été faite à Ivo, et je préfère en donner le contenu exact. Il avait été recommandé à Ivo l'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis de façon à éviter la précipitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, en projection des élections législatives, en prévision de la projection des élections locales, sénatoriales et même présidentielles de 2031, les administrations impliquées dans la gestion électorale, elles sont nombreuses. Vous avez le ministère, vous avez la direction générale des affaires électorales, vous avez la fameuse commission nationale électorale, vous avez le haut commissariat à la gouvernance électorale. Et tout ça, vous avez la commission ad hoc chargée du suivi des recommandations du dialogue de 2015, on continue à suivre, etc. Il y a pléthore, mais le travail ne se fait pas. Mais au moins sur ça, sur cette recommandation qui est claire, et ils peuvent prendre les documents des voix à 2011, ils vont se rendre compte qu'ils doivent élaborer ces documents pour que les gens voient jusqu'en 2031, parce qu'il n'y a aucune difficulté à faire la projection. Il n'y a aucune difficulté à dire de telle période à telle période, il y aura telle opération, de telle période à telle. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils n'aiment pas la transparence. Parce qu'ils sont toujours dans le flou et ils veulent que les choses. Maintenant, je vais terminer cet aspect de la gouvernance électorale sur un aspect que je juge important, mais sur lequel je vais revenir dans une émission spéciale. C'est le découpage administratif électoral. Il pose des problèmes, mais aujourd'hui, je vais le voir sous un angle strictement, d'abord en termes au niveau des circonscriptions électorales, mais on peut l'élargir et le voir sous d'autres angles. Maintenant, quand je prends ce problème, il dure aussi depuis longtemps. Et à Rwanda, on avait recommandé que le gouvernement fasse réaliser une étude pour qu'on aille vers un découpage juste, équitable, etc. Mais ça n'a pas été fait. Prenez la loi qui a été adoptée et promulguée en décembre 2025. C'est un véritable scandale. Je dis que c'est un scandale, quoi. Pourquoi? Et je vais m'arrêter sur deux cas. Le premier cas, je prends Brazzaville. Vous avez Madibou, 272 000 habitants. Une circonscription. Vous avez Makelekele, 265 000 habitants. 4 circonscriptions. Vous avez Bakongo, 84 353 habitants. Par rapport à Madibou. Bakongo, c'est 2 circonscriptions. Vous avez Potopoto, 84 299 habitants. 3 circonscriptions. Pendant ce temps, Mfilou, avec 387 000 habitants, a 2 circonscriptions, moins que Potopoto, qui a 84 000 habitants. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quels sont les critères qui ont permis d'arriver à ça? Vous avez Kalangai, 390 000 habitants, 5 circonscriptions. Vous avez Mfilou, 387 000 habitants, pratiquement au même niveau que Kalangai, 2 circonscriptions. Et quand vous prenez Mungali, 161 000 habitants, 3 circonscriptions. Mfilou avec 387 000 habitants à 2 circonscriptions. Quand vous prenez Wenze, avec 183 000 habitants, Wenze a 4 circonscriptions. Et Mfilou, avec 387 000 habitants, à 2 circonscriptions. Non, on ne peut pas faire ça. C'est une injustice tellement criarde qui ne permet pas aux Congolais de choisir sérieusement leurs dirigeants. Il faut expliquer ces différences. Il faut expliquer qu'est-ce qui se passe.
Et ce n'est pas normal. Le même cas peut être pris à Pointe-Noire. Lumumba, avec 132 000 habitants, a 3 circonscriptions. Mvumvu, avec 76 000 habitants, a 2 circonscriptions. Tchéti, avec 303 000 habitants, a 2 circonscriptions. Luandila, avec 350 000 habitants, a 2 circonscriptions. Mangupuku, avec 297 000 habitants, a une Est-ce que c'est sérieux ça? Quels sont les critères qui ont été utilisés? Parce que nous croyons comprendre que pour aller vers un découpage, encore que les notes, il faut qu'on regarde sérieusement. Non, ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Mais nous ferons une émission spéciale sur cette affaire de découpage électoral. Et nous aurons l'occasion de développer. On ne peut pas faire ça. Nous avons fait un travail pour aller plus vers l'équité. Encore que vous me direz, on ne peut pas toujours ignorer les aspects politiques. D'après le travail d'équité que nous avons fait, si on suit la démarche que nous avons prise, Makelekele à Brazzaville aurait 3 circonscriptions, Bakongo aurait 1 circonscription, Potopoto aurait 1 circonscription, Mungali aurait 2 circonscriptions, Wenze aurait 2 circonscriptions, Kalangai en aurait 5, Mfilou en aurait 5, Madibou en aurait 3, Djiri en aurait 4, et le district de Mbamou en aurait 1. Et si on prend Pointe-Noire, on aurait Lumumba qui aurait 1 circonscription, Mvumvu qui aurait 1 circonscription, Tchétié qui aurait 2 circonscriptions, Luandjili qui en aurait 2, Mangupuku aurait 2, Ngoyo en aurait 2. Et les propositions que nous faisons tiennent compte d'un fait. Ce sont les données statistiques et démographiques. Maintenant, on peut tenir compte d'un autre facteur, c'est le facteur d'enclavement. Et ça, nous allons y revenir. Parce qu'il faut que nous sachions aujourd'hui, et que nous le disons clairement, Mvouti, avec près de 19 000 habitants, ne peut plus aujourd'hui avoir 2 circonscriptions. Parce que vous avez des districts, si je n'ai pas l'explication démographique, vous avez maintenant des districts comme Betou. Betou est aujourd'hui le district le plus peuplé du Congo, avec 126 000 habitants. Alors vous n'allez pas laisser Mvouti avec 2 circonscriptions, alors que je pense que du point de vue et de l'aspect statistique et démographique et de l'achat encadrement, Betou mérite mieux, et à notre avis, ça serait véritablement juste, etc. Donc, quand je regarde ça, je dis, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et il faut que les choses soient regardées de près. Et quand je le dis, je m'adresse à nos amis de l'opposition, soi-disant qu'ils sont au niveau de l'Assemblée, pendant que tout ça se passe, ils sont où? Pendant que tout ça se passe, ils cautionnent alors. Et à mon avis, c'est très difficile. Et ce n'est pas facile, non seulement à accepter, mais ce n'est pas facile à faire. Et c'est pour ça, chers téléspectateurs, que je vais aller vers la conclusion. Et en guise de conclusion de cette émission, je vais dire ce qui suit. Il faut que nous le disions clairement, sans langue de bois, qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le PCT, le Parti congolais du travail, n'est pas en conformité avec la loi. Tout le monde sait que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Le silence n'est pas la réponse appropriée à ces situations extrêmement graves. Mais lorsqu'on se réfère au communiqué publié par le gouvernement, il apparaît clairement que le président de la République doit veiller à ce que les lois et les règlements de la République s'appliquent dans toute leur rigueur. Et quand je le dis, je me réfère par exemple à la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques.
mais qui fait apparaître clairement que le Parti congolais du travail et tous les autres partis qui ont violé la loi doivent être sanctionnés. Et nous apportons l'information au gouvernement. Nous exhortons parce que cette situation, elle est connue du président de la République, elle est connue du président du Sénat, elle est connue du président de l'Assemblée nationale, elle est connue du Premier ministre, chef du gouvernement, elle est connue du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et des autres personnalités. Sinon, où allons-nous? Sinon, où allons-nous? Si nous refusons de respecter nos propres lois et règlements de la République, si nous refusons d'appliquer et de respecter notre Constitution, où allons-nous? Alors, c'est pour ça que ce document, ce communiqué, je le retiens. Donc, moi, je pense que dans ce cadre, j'exhorte à ce que le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation invite les administrations placées sous sa tutelle à regarder ces situations. Et en ce qui me concerne, en tant que ministre, entre autres chargé en fait de l'administration du territoire, il doit suspendre le Parti congolais du travail et tous les autres partis qui se trouvent dans cette situation. Et il doit procéder à la fermeture provisoire de leur. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je pense que les gens qui ont souvent la tentation de penser que lorsqu'on parle des problèmes de confort, qu'on veut s'attaquer à la personne du président, non. Nous voulons veiller au respect des lois et règlements de la République qui, s'agissant de la Constitution, ont été adoptés, semble-t-il, parce que je n'étais pas favorable au changement de la Constitution lors d'un référendum constitutionnel. Donc ça s'impose à tous les Congolais et il faut que nous y allons. Mais nous ne cessons d'interpeller les gouvernants sur ces questions. Déjà, nous avons interpellé le Premier ministre et son gouvernement sur le fait qu'ils n'ont pas déclaré leur patrimoine. Et nous les faisons un clin d'œil à la Cour suprême parce que la loi portant obligation de déclaration de patrimoine a prévu dans son article 12 des sanctions. Et là aussi, les sanctions doivent être prises. Sinon, on est dans la complaisance. Sinon, on est dans l'impunité. Et vous pensez qu'on peut accélérer la marche vers le développement si on est dans la complaisance, on est dans l'impunité, on ne respecte pas les... On aura choisi plutôt la voie de notre autodestruction. Sur les autres aspects, nous avons suivi les déclarations du ministre de l'Intérieur. J'ose espérer que le ministre de l'Intérieur est soutenu par l'ensemble du gouvernement. Et nous disons tout simplement, nous attendons les actes qui vont nous permettre de constater s'il y a cohérence entre ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, ou s'il y a plutôt paradoxe entre ce qui s'est dit et ce qui s'est fait. C'est sur ces paroles, chers téléspectateurs, que je termine cette émission. Et je vous donne rendez-vous samedi 30 mai 2026. J'espère que nous aurons l'occasion d'avoir un bon thème que nous allons développer et que nous allons suivre, chers téléspectateurs. Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine. À bientôt.